Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Bada, pour ce supplément de la série intitulée « Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné ». Bada qui me donne l'occasion de recevoir Amos Reichmann. Amos Reichmann, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. L'occasion de vous recevoir m'est donnée par le livre que vous avez publié aux éditions du Seuil, Jacques Chiffrin, un éditeur en exil. Jacques Chiffrin, un éditeur en exil, c'est sans doute un titre qui reste un peu énigmatique pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, ça l'a été pour moi quand j'ai découvert, parce que peu de gens savent que Jacques Chiffrin est un homme extrêmement important, notamment connu pour avoir fondé les éditions de la Pléiade. Un éditeur de toute première importance. Alors, Amos Reichmann, vous-même, vous êtes agrégé d'histoire, vous êtes énarque et vous êtes haut fonctionnaire, comme on dit, et vous avez, à un moment donné, découvert Jacques Chiffrin par un biais, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce biais ? À un moment donné, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis, à New York, pour y mener des recherches sur l'exil français aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans le cadre de ces recherches, j'ai découvert cette figure de Jacques Chiffrin, ou Chiffrine. Il y a plusieurs façons de l'appeler. Je dis Chiffrine parce qu'il est russe d'origine, on en reparlera, né à Bakou à la fin du 19e siècle. Et il est décédé à New York, où on l'appelait vraisemblablement Chiffrine, mais là où il a construit sa vie, c'est en France, où on l'appelait sans doute Chiffrin. Et dans le cadre de ce travail aux États-Unis, je l'ai rencontré et j'ai été très curieux de cet écart entre une personne que je ne connaissais pas et ce qu'il a fondé, son œuvre, la Pléiade, omniprésente, monument culturel, et j'ai voulu creuser ce paradoxe et essayer de résoudre cet écart. Alors, avant qu'on en arrive plus précisément à Jacques Chiffrin et à la Pléiade, juste un mot sur vos recherches aux États-Unis, sur cette population française en exil. Qu'est-ce que vous en gardez comme point fort ? On rappelle qu'on y trouve Saint John Perse, son vrai nom Alexis Léger, diplomate de carrière. On y trouve aussi Jean Monnet, si je ne me trompe. On y trouve Jean Renoir. On y trouve beaucoup de gens très divers. Et vous en gardez quel souvenir saillant ? On y trouve André Breton, on y trouve Claude Lévi-Strauss, on y trouve Saint-Exupéry. J'en garde comme souvenir fort le fait que parfois, des circonstances historiques transforment des vies, bouleversent des vies d'une façon extrêmement concrète, matérielle, puisqu'elles entraînent le départ. Ce départ, il peut avoir plein de causes. Et cette arrivée dans un autre pays, elle peut se faire de façon extrêmement différente selon le milieu social, selon la cause du départ et selon ce qu'on fait une fois qu'on est sur place. Et il y avait finalement... je ne vais pas dire autant d'exil que d'origine, que de cause, que de déploiement dans cet exil, mais il y a plein de parcours très très différents. Et celui de Jacques Chiffrine, il tranche par rapport aux autres. Beaucoup d'exilés français se disaient que ce n'était qu'une parenthèse, qu'ils étaient à New York le temps qu'un mauvais moment passe, celui de la guerre, et qu'ils retourneraient ensuite en France. Ils ne faisaient par exemple pas l'effort d'apprendre l'anglais. Ils restaient dans certains quartiers, notamment dans l'Upper East Side de Manhattan, où ils restaient dans des cafés français. Un café s'appelait notamment Paris à New York. Et Jacques Chiffrine restait un petit peu en marge pour des raisons qui sont liées à son histoire propre, pour des raisons qui sont liées aux circonstances de son départ. Et donc, ce qui m'a marqué, c'est à la fois comment l'histoire peut bouleverser des vies et puis la diversité des façons et des modalités de bouleversement de ces vies face à la violence de l'histoire et en l'espèce celle de la Seconde Guerre mondiale. Alors, dans son exil, Jacques Chiffrin a connu plusieurs attitudes, plusieurs périodes, plusieurs espoirs quant à son retour en France, dont il était devenu l'un des nationaux. Il avait obtenu la naturalisation. Votre livre divise le récit en périodes de temps, avant, pendant, après, trop tard. Pendant étant la période la plus importante dans votre livre. Mais avant,
avant, c'est la Russie, Bakou, c'est une Russie un peu particulière. Enfin, je veux dire par là que de Bakou à Paris et de Bakou à la Pléiade, le parcours ne semble pas être donné. Donc, comment a-t-il été construit ? Jacques Chiffrine naît dans une famille de la petite bourgeoisie industrielle juive de cette marge de l'Empire russe, qui est Bakou, aujourd'hui capitale de l'Azerbaïdjan. Son père est d'abord docker, et puis il fait fortune parce qu'on découvre une source d'énergie rare, amenée à avoir des conséquences fondamentales sur non seulement les relations internationales, mais notre vie, à savoir le pétrole. Donc il fait fortune dans le pétrole, et Jacques Chiffrine naît dans ce milieu, disons, éclairé, mais qui n'appartient pas à l'aristocratie. Il a l'opportunité de mener des études en Europe occidentale, et c'est vraiment ça qui est la condition de possibilité ensuite de son succès et de la fondation de la Pléiade. Il va étudier dans un premier temps en Suisse le droit, il va ensuite aller en Italie, à Florence, où il va travailler auprès d'un historien de l'art, et on voit qu'il tourne autour de la France, ce pays rêvé, fascinant pour ces élites russes, tournées vers la France, pays où on peut être libre, où on peut être heureux. Et il va y avoir en 1917 la révolution russe qui va avoir des conséquences extrêmement importantes puisque l'entreprise que son père a fondée va être nationalisée. Jacques Chiffrine, on peut dire qu'il était de gauche, mais il n'adhérait pas au parti communiste, il n'adhérait pas aux valeurs du parti communiste. Donc il va décider finalement de s'installer en France, d'y faire sa vie. Il a un amour absolu pour la littérature, pour les livres, et donc assez naturellement, il va fonder cette maison d'édition. Il parle français ? Alors quand il arrive, il parle peu français, il a quelques rudiments, mais il va finir par être entièrement francophone. Et une des choses qui me manque le plus au terme de cette recherche, de ce travail, de ce livre, c'est de ne jamais avoir entendu cette voix de quelqu'un qui est décédé en 1950. Donc sa voix, j'aurais pu l'entendre, peut-être des enregistrements existent-ils, qui sait, mais je suis très curieux d'entendre sa voix avec un accent sans doute russe, peut-être un accent français quand il parlait en anglais, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il parlait français. Comment ? Mais on a du mal à imaginer qu'un éditeur aussi capital que l'éditeur inventeur de la Pléiade, on nous dirait tout à l'heure en quoi la Pléiade a été une innovation tout à fait exceptionnelle, et aussi aux États-Unis, le Pantheon Books, qui n'est pas la plus petite des maisons d'édition, il n'en est pas tout à fait l'inventeur, mais il en est le principal animateur. On a du mal à imaginer qu'il n'ait jamais été interrogé par la radio et que sa voix ne traîne pas quelque part dans des archives. Écoutez, cher Philippe Meyer, je partage avec vous cette interrogation, et si un des auditeurs ou une des auditrices du Nouvel Esprit Public avant ou entend dans ses oreilles un enregistrement de la voix de Jacques Chiffrine, qu'il n'hésite pas. Eh bien, les auditeurs sont en général surprenants par leur capacité et leur relation, donc nous espérons que cet appel trouvera un écho favorable. Alors, donc sur la partie avant, c'est-à-dire avant l'arrivée en France, vous l'avez dit tout à l'heure, Jacques Chiffrine est d'une famille juive de Bakou, aujourd'hui Azerbaïdjan. Est-ce qu'il a eu à subir des conséquences agressives ? Est-ce qu'il a été agressé ? Est-ce qu'il a été diminué dans ses capacités d'apprendre, de trouver un statut dans la société à cause de ses origines juives, de sa judaïté ? Dans la partie dite avant, c'est-à-dire avant qu'il ne s'installe en France, je ne le pense pas. Il y a un antisémitisme fort au sein de l'Empire russe, il y a des pogroms qui existent. Dans le cadre de ses études, de sa vie à Bakou, je n'ai pas trouvé trace de signes d'un antisémitisme qu'il aurait subi. En fait, il s'en va par l'effet d'un éloignement, pour utiliser une litote, avec le régime qui vient de s'installer et auquel il n'adhère pas. Alors, non seulement, mais en fait, il étudie en Europe occidentale dès avant la révolution de 1917, donc il s'en va aussi par quête, par goût d'un centre, d'un cœur, qui est Paris, qui est cette Europe occidentale, lui qui vient d'une ville de province de l'Empire russe. Paris est un phare absolu. Et d'ailleurs, après, il ira dans un autre phare absolu de l'époque qui est New York. Donc, ce qui acte le fait qu'il ne reviendra pas
dans cet empire russe devenu Union soviétique, c'est la révolution de 1917. Ce qui fonde le départ, ça n'est pas ça n'est pas en premier lieu une raison politique, c'est également une aspiration, un attrait pour ce qui représente ce qui se fait peut-être de plus grand dans l'humanité ailleurs, à savoir la capitale de notre pays. Je vais vous poser la question parce que ça a été le cas pour d'autres artistes de sa génération. Je pense aux musiciens à Vladimir Horowitz ou à Nathan Milstein qui sont partis par opposition au régime plus tard que des partis Chiffrin, par opposition au régime et à cause de l'antisémitisme du régime bolchevique repris du bon vieil antisémitisme des tsars. Est-ce qu'on a des écrits de Chiffrin qui décriraient ce que représente Paris pour un jeune russe, un jeune azerbaïdjanais, si je peux utiliser cet anachronisme, avant qu'il ne pénètre sur le sol français? Alors, je ne le sais pas. J'ai eu la possibilité de travailler sur beaucoup d'écrits intimes provenant de sa main, puisque quand j'étais à New York, j'ai pu rencontrer sa famille, ses descendants, et donc j'ai eu accès à toutes ses archives personnelles. Ces archives personnelles, certaines touchent à la période russe, mais ce sont par exemple ses bulletins de notes, des documents d'un jeune enfant finalement, et donc il y a pas de traces d'écrits que lui aurait commis. Ensuite, il y a beaucoup d'archives qui concernent la période française, des correspondances avec certains des plus grands esprits du temps, de grands auteurs, bon, bien sûr André Gide, Roger Martin Dugard, Jean Paulhan, bien d'autres, et puis il y a beaucoup d'archives qui concernent la période des États-Unis. Mais je n'ai pas eu accès par exemple à une correspondance familiale qu'il aurait pu avoir avec ses frères, avec son père, avec sa mère était enfin, donc je n'ai pas eu accès à cela. Ce qui est certain, c'est que son parcours et ce qu'il a fait une fois à Paris témoignent fortement de cet attrait pour la France si fort pour beaucoup d'artistes, comme vous l'avez bien dit, d'Europe de l'Est, de Russie, à cette époque. Alors, si on reste un dernier moment sur la Russie devenue Union soviétique, il y retournera. Il y retournera dans des circonstances très particulières. Dans des circonstances extrêmement particulières, puisque à Paris, il va donc se nouer d'amitié avec celui qu'on appelle le contemporain capital, André Gide. Et André Gide, en 1933, en 1936, à l'invitation de Staline, va se rendre en Union soviétique pour un voyage à la découverte de cet autre monde, de cette utopie présentée comme réalisée, qu'est l'Union soviétique. Et il va partir avec 4 de ses amis très chers, et parmi eux, Jacques Chiffrine allait être son traducteur, son camarade, son complice, et Jacques Chiffrine retourne pour la première fois en Union soviétique. Alors, Moscou ne voulait pas que Jacques Chiffrine rentre en Union soviétique parce qu'il était juif, parce qu'il n'adhérait pas au Parti communiste, mais avec le soutien d'Aragon, notamment, il va pouvoir se rendre en Union soviétique, faire ce voyage, et de ce voyage, André Gide va tirer un livre tout à fait majeur, Retour d'URSS, où il va critiquer, et ce sera une des premières critiques extrêmement fortes de l'URSS de la part de celui qui était considéré comme un compagnon de route du parti, donc ça va avoir des répercussions extrêmement fortes. Et Jacques Chiffrine, et là on le perçoit de par certains extraits de correspondance, de par certains journaux qui évoquent son attitude, aura également une forme de, bien sûr, non seulement de forte critique vis-à-vis de ce qu'est cette Union soviétique, mais également une forme de déchirement sentimental. Il va rentrer plus tôt que ses camarades. Pourquoi rentre-t-il plus tôt? On n'en sait rien, c'est ça la magie de l'histoire. Pourquoi quelqu'un qui part en voyage avec des amis décide de partir plus tôt? Parce que sa femme lui manque, parce qu'il est malade, parce que le voyage lui déplaît. Bon, peut-être aussi parce que c'était compliqué pour lui ce voyage, ça n'avait rien d'évident. Et donc voilà il s'est rendu en Union soviétique avec Gide, et ce sera son dernier voyage, son dernier passage dans ce pays qu'il a vu naître. Et il me semble que dans votre livre, vous laissez entendre que il y a une déception dans ce dernier voyage en Union soviétique. Il y a une déception née de la comparaison entre, au-delà du régime politique, entre la Russie qu'il a connue jusqu'à un âge quasi adulte et la Russie qu'il découvre des années plus tard. Alors, vous avez commencé cette émission en évoquant le titre du livre et son caractère ouvert.
Jacques Chiffrin ou Jacques Chiffrin, un éditeur en exil. Je pense que le terme exil est très important. L'exil caractérise cette vie avec un double exil. Exil de Russie en France, exil de France aux États-Unis. Je pense qu'une des dimensions fortes de l'exil, étroitement associée, est celle d'une forme de nostalgie qui peut devenir mélancolie, avec cette idée que, certes, il y a un même lieu, mais le temps a fait son effet. Et le temps a fait son effet et a gommé des choses. Et donc le lieu, c'est le même, mais plus tout à fait le même. Et quand il revient en Russie, je pense qu'il y a quelque chose qu'on retrouve dans son manque de la France quand il est aux États-Unis, sauf que là, c'est quelque chose d'extrêmement concret parce qu'il foule le sol russe, soviétique, et donc il y a cette idée d'un décalage, et que le monde qu'il a connu n'est plus qu'il était, et je pense que le rapport au temps de l'exilé est extrêmement puissant, extrêmement fort. Vladimir Yankelevitch a écrit de très belles pages là-dessus. C'est quelque chose d'important pour chacun, ce rapport au temps, mais je pense que pour l'exilé, il est d'autant plus fort qu'il y a une dimension de l'irréparable dans ce temps qui passe et des lieux qui restent. Amos Reichmann, nous allons retrouver le fondateur de la Pléiade dont nous avons à peine parlé, nous l'avons mentionné tout à l'heure, le fondateur de la Pléiade et héros de votre livre, Jacques Chiffrin, un éditeur en exil, publié aux éditions du Seuil, que nous laissons non sans évoquer, en tout cas en ce qui me concerne, ces vers d'Aragon, en étrange pays, dans mon pays lui-même. Nous laissons donc Jacques Chiffrin pour son dernier voyage en URSS. Je remercie Philippe Meyer, avec qui cette émission a été préparée. Alors je vais faire une mise au point, je la répéterai 3 fois, probablement ça sera insuffisant, mais il se trouve que cette chose était fortement improbable, sans doute aussi improbable que de gagner à la loterie nationale. Il se trouve que lorsque nous avons lancé un filet pour recruter un nouveau assistant, comme nous le faisons chaque année, celui qui a émergé du lot s'appelle Philippe Meyer, et par conséquent, je remercierai chaque semaine, pour chacun de ces badages, je remercierai Philippe Meyer, et je suppose que jusqu'à la fin, quelques lazzi, cela me vaudra quelques lazzi de la part de ceux qui penseront que j'ai décidément la tête plus large que le chapeau. Mais je remercie Philippe Meyer, avec qui cette émission a été préparée. Je remercie Adrien Beccaria, qui l'a enregistré pour le studio L'Arrière-Boutique, et je remercie Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui le produisent. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau bada de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné.